Écoutez, il est 14h02, donc je vais vous proposer de démarrer cette battle entre l'humain et le digital. Donc je suis avec Clément. Enchanté, messieurs, dames. Alors juste avant de démarrer la battle en tant que telle, on voulait juste vous donner quelques informations sur Business, qui est donc un global player de la formation. Donc maintenant, en fait, ça fait plus de 17 ans que cet organisme de formation existe. Et c'est vrai que nous, ce qu'on prône, en fait, c'est vraiment d'incarner cette formation nouvelle génération à impact. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on fait? On se base en fait sur 4 piliers clés. Je te laisse présenter le premier. Les 4 piliers de la formation nouvelle génération à impact sont ceux que vous voyez à l'écran. La compétence avant tout, stop à la formation mouton, l'entraînement est ROI, entre pairs on va plus loin, et le plaisir de se former. Le plaisir de se former d'ailleurs. Vous allez voir que Sabrina et moi, aujourd'hui, on va s'affronter ensemble. On va faire une petite battle humain versus digital sur l'ensemble des items de cette formation nouvelle génération. Et vous aurez le choix à la fin de nous dire, selon vous, qui a gagné et quelle est la meilleure modalité pédagogique. Pour se présenter peut-être en quelques mots, je te laisserai le faire. Moi, je m'appelle Clément Hélard, je suis responsable Digital Learning et Innovation chez Business. Et donc concrètement, je suis en charge de toutes les solutions sur la partie e-learning et digitalisation, mais aussi les solutions logicielles que l'on peut proposer. Un outil auteur notamment. Vous trouverez sur vos chaises un petit jeu concours pour gagner une licence d'utilisation de cet outil auteur, mais aussi nos plateformes de formation. Je ne vous en dis pas plus, vous en découvrirez un petit peu pendant cette conférence. Et quant à moi, donc, je m'appelle Sabrina Lunel, je suis responsable pédagogique spécifiquement sur l'offre Perfco. Donc en fait, toutes les offres de formation que l'on peut proposer pour améliorer la performance commerciale des réseaux commerciaux. Donc aussi bien, je dirais, côté vendeurs, commerciaux, alors retail, B2B, B2C, grand compte, mais aussi tout ce qui va concerner le management commercial, qui est aussi important, je dirais, que la vente. Alors pour démarrer, je vais passer l'écran suivant. Donc effectivement, c'est de se dire, comme on vous l'a vu tout à l'heure, le premier pilier, c'est la compétence avant tout. Et la question qu'on va se poser par rapport à cette compétence avant tout, c'est de se dire, est-ce que l'on doit prioriser les outils numériques ou l'humain pour développer les compétences? Qu'est-ce qu'il faut privilégier en numéro 1? Donc je te laisse la main. À votre avis, à main levée déjà, ouais. Pour développer les compétences, plutôt digital? Levez la main si vous pensez plutôt digital. Non, j'ai pas beaucoup de personnes avec moi. Ouais, je crois pas. Bon, je vais devoir me batailler alors. Qui pense qu'on le fait mieux en humain quand même? Ah, tu vois, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y a plus de monde de ton côté. Je joue à l'extérieur aujourd'hui. Très bien. Clair. Merci de me lancer sur ce round. Alors, c'est vrai que pour développer la compétence, la formation historiquement a été centrée autour du présentiel. Moi, je suis là pour vous prouver qu'en digital, on peut tout aussi bien développer les compétences. En tout cas, on peut en tirer un maximum de profit. La première chose qu'on fait quand on veut traiter des compétences en digital, c'est qu'on va mettre en place un référentiel de compétences, comme vous pouvez le faire d'ailleurs en humain. Ce référentiel de compétences, on va l'intégrer directement à l'intérieur de toutes nos solutions digitales, que ce soit les solutions de plateforme. Donc tout le système de plateforme de formation va être centré autour des compétences identifiées dans le référentiel. Et ensuite, tout ce qui va tourner autour des fonctionnalités de cette plateforme, la gamification, les statistiques, va être basé encore une fois sur ce référentiel de compétences. Concrètement, comment ça fonctionne? On a travaillé avec un centre hospitalier qui voulait faire une plateforme avec nous pour accueillir tous les métiers de l'hôpital. Tous les métiers de l'hôpital, ça consiste à avoir des métiers de bureau, des métiers de santé et différents types de publics. Eh bien, grâce aux différents référentiels de compétences de chacun de ces métiers qu'on a intégrés à travers la plateforme, on a été en mesure de qualifier les apprenants et de leur donner le contenu qui correspondait seulement aux compétences qui les concernaient eux-mêmes. Donc, on est parti, par exemple, pour les métiers d'infirmiers et d'infirmières, de référentiels de compétences spécifiques à ces enjeux-là, et pour les fonctions support, de compétences qui correspondaient plutôt aux fonctions support. Une fois qu'on a créé le système d'architecture de la plateforme avec l'ensemble du système de compétences à l'intérieur, on va pouvoir déployer des interfaces statistiques, chose qu'on a un peu plus de mal à faire en présentiel, des interfaces statistiques, encore une fois basées sur les compétences, qui vont nous permettre d'identifier la compétence en entrée, c'est-à-dire la première fois que l'apprenant vient sur la plateforme,
et tout au long de son parcours d'apprentissage, voir comment la compétence va évoluer, va progresser, jusqu'à définir un niveau de fin de parcours. Les principes de gamification, les principes de gamification aussi sont centrés autour de la compétence. La gamification, c'est mettre en place des mécaniques de jeu pour inciter vos apprenants à consulter plus de contenu, et donc à développer leurs compétences. En basant la gamification sur les systèmes de compétences, sur le référentiel de compétences, on peut identifier les lacunes des apprenants dans certaines compétences, la comparer au niveau attendu de compétences de l'apprenant et mettre en place des mécaniques d'engagement derrière pour inciter l'apprenant à aller compléter ses compétences avec les bonnes ressources. Et je terminerai par un dernier principe qui est celui de l'ancrage mémoriel. La compétence, que ce soit, et je pense que tu me le diras aussi Sabrina, en présentiel ou en digital, ça commence à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé votre dispositif ou votre formation, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous êtes capable de pratiquer dans l'opérationnel sur le terrain. Avec des mécaniques d'ancrage mémoriel en digital, que sont notamment la multimodalité, le fait de voir un même contenu pédagogique à travers une vidéo, à travers une activité interactive, à travers un QCM ou à travers un e-learning, mais aussi de pouvoir l'évaluer et donc de venir enrichir notre système de statistiques, eh bien ça nous permet, en digital au moins, de nous assurer que les compétences sont bel et bien développées. Est-ce que tu peux en dire autant sur l'humain ? Alors, ce qui est bien, c'est que dans cette salle, il y a apparemment plus de gens qui sont sur l'humain que sur le digital. Donc ce qui est certain, c'est que là, vous avez entendu Clément, donc c'est super, il y a des statistiques, il y a des parcours gamifiés, il y a tout ça. Alors, moi, je trouve ça très très bien. En soi, le digital, j'aime beaucoup. Mais en fait, ce que j'observe chez mes clients, ce que j'observe dans la vie en général, c'est que souvent, en fait, le digital se résume à des e-learning, plus ou moins sympas, plus ou moins sexy. C'est vrai. Et des quiz, plus ou moins sympas, plus ou moins sexy. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, effectivement, si on prend la taxonomie de Bloom, on travaille sur les savoirs et sur le fait de comprendre en fait une connaissance. Mais alors, en termes d'application, où est-ce qu'on en est ? On en est en fait quelque part très loin. Et en fait, c'est un petit peu ça en fait mon enjeu, c'est de se dire quand on travaille en fait sur de l'humain, effectivement, on va aller au-delà de je sais, je comprends, d'accord ? Mais on va aller vers cette notion qui est de j'applique et je kiffe quand j'applique. Et ça, c'est vraiment important parce que si on n'a pas l'humain, si on se contente du digital, concrètement, en fait, tout simplement, les compétences ne sont pas travaillées dans leur entièreté. On est bien d'accord que la compétence, c'est une alliance du savoir, du savoir-faire, du savoir-être en relation et dans un environnement donné. Or, pour moi, le digital, très souvent, c'est limité justement, simplement au savoir et au connaître et au comprendre. Et c'est ça un petit peu qui fait pour moi, en tout cas, la très grande différence. Je vois que je te fais rire. Ah bah si, quand même. Les trucs avec... Voilà, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que pour moi, c'est ça qu'il va y avoir d'important. Et donc, en relation avec des pairs, avec un formateur, un coach, avec un entraîneur, on va vraiment pouvoir accélérer les apprentissages parce qu'on va avoir des feedbacks immédiats, on va avoir des autorisations de tester, de s'essayer qui vont faire la différence. Et là, en fait, moi, ce que je vais vous prendre comme exemple, c'est quelque chose que je rencontre extrêmement souvent chez mes clients, c'est la formation des commerciaux et des managers commerciaux. En général, ce sont des gens qui vont avoir déjà de l'expérience quand ils viennent en formation, d'accord ? Il suffit de regarder un enfant de 3 ans, il sait déjà négocier. Donc, j'ai envie de dire d'apprendre effectivement les méthodes de vente et les méthodes de management. On peut le faire. Il y a des connaissances de base qu'il faut avoir effectivement pour pouvoir être plus confortable. Pour autant, quand ils viennent en formation, les 3/4 du temps, les gens que j'ai en formation, ils les connaissent. Ils connaissent la théorie. Il faut être bienveillant, il faut sourire, il faut regarder les gens dans les yeux. Oui, ils connaissent bien la théorie, ils comprennent le sens. C'est important pour installer une bonne relation avec autrui. Mais ils ne le font pas. Quand ils sont en relation client, quand ils sont en relation avec leurs collaborateurs, ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, la formation basée sur l'humain va avoir peut-être comme complément, et là je te repasse la main, mais comme complément de travailler sur la mise en application. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour mettre en application, pour permettre aux gens d'ancrer effectivement ces gestes pour être meilleurs en relation. Parce qu'on est d'accord aujourd'hui, le plus important, c'est la relation humaine. Tout le reste, j'ai envie de dire, peut-être que demain, l'IA le fera, mais pas la relation humaine.
Donc voilà en tout cas ce que j'avais à dire là-dessus. D'accord, très bien, j'accepte. Mon cœur est toujours ouvert. Ton cœur est toujours ouvert. Bon, on vous propose de passer au deuxième round. Stop à la formation mouton. Ah oui. Alors là, on va parler d'individualisation de la formation. Et ma collègue est très sympathique, mais en termes d'individualisation, je ne suis pas sûr que 30 étudiants dans une salle de classe, ça soit vraiment de l'individualisation. Est-ce que vous pouvez faire mieux que ça en humain? Donc effectivement, le stop à la formation mouton, vous le voyez très bien, c'est comment est-ce qu'on peut individualiser les apprentissages, les formations. Ce qu'il y a de certain, c'est que, bon, sur du digital, tu pourras le montrer tout à l'heure, il y a des choses qui sont en plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que chez Business, on a vraiment développé des approches pédagogiques spécifiques, notamment sur tout ce qui concerne le training en one-to-one et le monitorat. Parce qu'on est bien d'accord, quand on veut débloquer des blocages importants donc sur la relation avec autrui, son collaborateur, son usager, son client, ou quand on veut tout simplement viser l'excellence relationnelle, très clairement, ça peut être intéressant de travailler sur une très forte individualisation des formations, et notamment avec un formateur coach, avec un formateur entraîneur que l'on va avoir pour soi, ou de travailler sur des tout petits groupes de 3 personnes par exemple, pour vraiment travailler le geste précis. Donc c'est là-dessus en fait qu'on va plutôt travailler sur... Donc en fait, parce qu'on est bien d'accord qu'en général, quand on veut progresser, viser l'excellence, il va falloir vraiment regarder de très près quels sont ses points forts, quels sont ses axes de travail. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile de le faire avec un humain qui va quasiment instantanément voir où est-ce que ça pêche et vous permettre de corriger le geste et de le répéter jusqu'à ce qu'effectivement vous soyez capable de le réaliser en relation avec d'autres personnes. Donc ce qui veut dire que ce que l'on propose, il y a du one-to-one, mais il y a aussi des accompagnements en situation réelle de travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre à côté d'un manager qui est en train de lancer un brief par exemple, on va pouvoir se mettre à côté d'un commercial qui est en relation client en train de faire une vente, et on va derrière l'observer et débriefer de manière à lui permettre de corriger ses gestes. Donc on peut aller jusque-là en termes de formation, et c'est pour ça que oui, en humain, on le fait très bien, très cher Clément. D'accord, donc on arrive à faire de la personnalisation en humain. J'aurais appris des choses, j'espère que vous aussi. L'année dernière, on a fait 500 jours de monitorat directement en situation de travail. Pour vous donner un petit peu une idée. Ça vous paraît peut-être complexe, vous vous dites « Ah là là, mais ça coûte beaucoup trop cher », mais non. Sur une situation de travail, vous avez un endroit où vous avez 4 ou 5 commerciaux, on envoie un formateur coach qui va accompagner pendant 1 heure, 1 heure et demie, chaque collaborateur en situation de travail. Et en fait, ça revient à une journée de formation, hein. Ni plus ni moins. Eh bien écoute, tu as donné comme cas d'exemple un cas sur le management, sur les managers. Ouais. Et je trouve justement que le manager, c'est peut-être la première clé que vous avez pour personnaliser le parcours d'accompagnement de votre apprenant. C'est vrai. Il y a ce qui se passe dans la formation, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit humaine, présentielle ou synchrone en tout cas. Mais il y a aussi ce qui se passe, comme je vous le disais tout à l'heure, après la formation. Et donc le premier relais terrain, ça va être le manager. Ça, chez Business, on l'a bien compris. Et c'est pour ça que la totalité de nos outils et nos solutions digitales sont pensées évidemment pour favoriser l'expérience apprenant, mais aussi pour créer des interfaces pour les managers, pour leur permettre de personnaliser leur accompagnement. Concrètement, comment ça se passe? Quand on a un dispositif e-learning, donc digital learning, en termes de contenu, ou quand on a une plateforme que l'on déploie pour nos clients, on va créer tout un tas de ressources à disposition des managers pour qu'ils puissent continuer de faire vivre ce dispositif-là en présentiel, en accompagnement individuel. Sur les plateformes, le manager va avoir accès à des interfaces statistiques de ses équipes. Il va pouvoir voir l'activité globale de ses équipes, les performances globales de ses équipes par compétences, et puis il va pouvoir adresser le cas particulier pour arriver à son accompagnement en allant voir très précisément, par exemple, tiens, qu'est-ce que Sabrina a fait sur la plateforme cette semaine ou ce mois-ci. Et donc lors de mon entretien annuel, bon c'est pas le cas, on n'en fait pas tous les deux, mais si on avait à en faire, je pourrais très bien aller voir Sabrina et lui dire écoute Sabrina, j'ai croisé les résultats du CRM par exemple ou les résultats de tes entretiens annuels avec ce que j'ai vu sur la plateforme de formation. Et compte tenu de tout ça, j'en déduis qu'il y a quelques lacunes sur des sujets qu'il va falloir qu'on travaille ensemble et donc je vais t'accompagner pour le faire. Ça, alors vous allez me dire, je t'entends Sabrina, oui mais il y a de l'humain là-dedans. Oui, mais parce que le digital vient donner des outils à l'humain, qui est le manager, pour avoir un accompagnement plus poussé.
Concernant l'apprenant, maintenant, puisque je vous ai surtout parlé là du manager. En digital learning, on parle souvent d'adaptive learning. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être vu sur quelques stands ici, ou si vous étiez même à Learning Technology en janvier. Le niveau 0 de l'adaptive learning, c'est-à-dire le niveau le plus basique, c'est vous donner un quiz d'évaluation initiale à votre apprenant, vous en déterminez un niveau par compétence, et ensuite vous lui proposez un catalogue de contenu qui correspond à son niveau. T'es moins bon en découverte, je vais te mettre plus de contenu en découverte. T'es très bon en reformulation, t'as pas besoin d'aller te former là-dessus. Quand on veut aller plus loin, et c'est ce qu'on fait chez Business en termes d'adaptive learning, on va considérer que l'adaptive learning, c'est un algorithme, un peu comme sur les réseaux sociaux, vous savez, à chaque fois que vous rafraîchissez votre réseau social, il y a des nouveaux contenus qui apparaissent. Et bien nous, c'est pareil, il y a un algorithme derrière qui va brasser vos performances, votre assiduité, l'assiduité des gens qui vous ressemblent et qui sont aussi sur la plateforme, c'est-à-dire des apprenants qui ont potentiellement les mêmes niveaux que vous, ce qu'ils font sur la plateforme, et aussi des contenus qui sont hors algorithme, c'est-à-dire des contenus que vous devez voir, peu importe ce qu'on doit vous recommander. Et on vient derrière vous proposer une offre de formation, un catalogue de contenus, qui est spécifiquement adapté à vous individuellement. Ça, c'est la personnalisation optimale et ultime. C'est une forme. Et un dernier point que... Oh, d'ailleurs, je vous donne un petit exemple d'abord là-dessus. On a mis en place une plateforme de formation avec un grand groupe bancaire qui est surtout... alors, le client, c'est un groupe bancaire. Les thématiques, c'est ceux de la retraite, de la prévoyance, de l'assurance vie. Ouais. Et donc, on a tout le public commercial, tous les conseillers commerciaux et les conseillers d'agence et les responsables de conseillers d'agence qui sont sur cette plateforme, qui s'évaluent en arrivant. Donc, déjà, l'offre de contenu est adaptée à ce qu'ils doivent faire et qui ensuite, au début d'un parcours, s'évaluent sur la thématique du parcours spécifique. D'accord ? D'abord, on s'évalue sur toute la plateforme, ensuite, on s'évalue sur cette thématique-là spécifique. Et au fur et à mesure que l'apprenant va consulter des contenus, on va lui proposer des ressources qui sont de plus en plus pertinentes pour lui, voire même, s'il a des lacunes dans certaines compétences, des contenus de rattrapage, pour lui permettre de rattraper le niveau qu'il aurait dû avoir à ce niveau-là. Et je termine très rapidement sur une dernière modalité que j'affectionne particulièrement, ce que moi j'appelle une double modalité, puisque je les mets souvent ensemble, le micro-learning et le mobile learning. Mobile learning, on aime bien trouver des mots un peu compliqués en digital pour dire les choses. Mais... le mobile learning, vous apprenez sur votre téléphone. Le micro-learning, vous apprenez en 5 minutes maximum. Et le fait de coupler les deux, ça vous permet d'aller chercher l'apprenant dans des moments où d'habitude il ne se serait pas formé. Par exemple, il est en situation de travail, il va chercher un café avant son rendez-vous, il a 10 minutes à tuer devant lui. Et bien grâce au mobile learning et au micro-learning, vous êtes en mesure de lui proposer quelque chose à faire pendant ces 15 minutes qu'il sépare de son rendez-vous. Et si vous faites bien les choses dans votre dispositif, vous pouvez même vous assurer pour que ce contenu qu'on va lui proposer avant son rendez-vous soit relatif à la thématique du rendez-vous qu'il va faire. Et donc là, vous arrivez, grâce à l'adaptive learning et grâce à tout ce qu'on a dit avant, à créer une formation qui va venir s'adapter à la situation d'apprentissage de l'apprenant, à ses enjeux métiers et ses enjeux personnels, à lui, tout seul. Ok. Mais encore une fois, voilà. Ce sont deux, vous voyez bien en fait qu'il y a vraiment des liens en fait entre le digital et l'humain, vous commencez à le voir, puisqu'il y a des choses qu'on ne pourra pas observer par le digital, tout simplement, notamment tout ce qui est en relation. Mais en tout cas, ça m'amène un petit peu au sujet suivant, qui est donc notre troisième pilier chez Business, à savoir l'entraînement est roi ou ROI. Et là, pour le coup, je te passe la main et je te demande concrètement quelle est la meilleure méthode pour transformer un apprentissage en réflexe opérationnel. On a commencé à en parler, mais aller au-delà de la promesse, je dirais, de donner des moyens, mais vraiment d'avoir un impact directement sur les KPIs, quels qu'ils soient. Que ce soit effectivement la satisfaction client, le nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires, la marge, qu'importe. Alors, toi, du côté digital, qu'est-ce que tu proposes ? Là, je pense qu'on est pas mal. Côté digital, voilà. Je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'on est pas mal. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que notre entreprise s'appelle Business. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Oui. Et on ne s'est pas nommé comme ça par hasard. Si on s'appelle Business, c'est parce que notre vocation, c'est de se dire que la formation a toujours un impact business. Elle doit toujours générer derrière des résultats stratégiques pour l'entreprise. Donc on a évidemment une vision pédago du sujet, mais on a aussi une vision stratégie business pour nos clients,
Et donc notre enjeu est toujours de rendre opérationnel et activable directement sur le terrain, de pouvoir avoir des résultats observables directement après notre accompagnement. Et donc en digital, on a depuis déjà de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, privilégié, alors je dis en digital, mais tu vas voir, Sabrina, tu vas pouvoir en parler sur le présentiel aussi. Ouais. Je veux même que tu passes la slide d'après, s'il te plaît. On a une modalité qu'on affectionne tout particulièrement, qu'on déploie pour beaucoup de nos clients, qui est celle du simulateur. Pour développer une compétence, pour créer un réflexe métier opérationnel, pour que l'apprenant, une fois sorti du dispositif, puisse avoir des automatismes et reconnaître des situations qu'il a vécues dans sa formation sur le terrain. On privilégie la modalité du simulateur. Ça peut être un simulateur d'entretien de vente, ça peut être un simulateur d'entretien managérial. En tout cas, on va simuler une situation de la vie réelle de l'apprenant qui va mobiliser l'ensemble des compétences identifiées dans le référentiel précédemment et qui va, à travers un environnement safe dans lequel l'apprenant va pouvoir faire ses propres choix, simuler une situation qu'il aura demain à rencontrer sur le terrain. Le fait d'en faire de ces simulateurs une grande variété en fonction des personas que vous allez adresser, que ce soit des personas collaborateurs ou des personas clients, ça fait que vous allez créer des apprenants qui vont être à toute épreuve, peu importe ce qui va pouvoir leur arriver demain comme cas inédit sur le terrain. Évidemment, j'ai mis un petit sujet IA ici, c'est la seule fois que vous le verrez, même si évidemment en tant que boîte un peu innovante, on intègre de l'IA dans tout ce qu'on fait, mais aujourd'hui on a aussi la possibilité, on travaille dessus chez Business, de faire des simulateurs alimentés par IA. Et donc l'avantage que ça va avoir, c'est la diversité des cas, le réalisme de la conversation qu'on va pouvoir avoir avec la machine. Et donc on va pouvoir créer des simulations en situation réelle. C'est le cas par exemple de ce qu'on a fait avec un grand opérateur public de l'emploi, sur lequel on a créé tout un tas de simulateurs sur l'accueil des usagers en agence. Et donc l'objectif, c'était de préparer les personnels qui allaient accueillir des usagers en agence à la diversité des cas qu'ils allaient avoir, et même aux cas les plus complexes, c'est-à-dire la gestion des conflits. Quand vous avez quelqu'un à l'accueil d'un institut public qui doit gérer des usagers parfois mécontents, il est important et primordial de le préparer à ça et donc de le plonger dans la situation avant qu'il ait à la vivre. Il y a d'autres modalités en digital et je vais m'arrêter là-dessus et puis je ferai une petite transition pour toi après, mais celle du Serious Game que vous avez peut-être déjà vu, en tout cas il y a quelques boîtes qui en proposent sur le salon. Chez Business on en fait du Serious Game mais on en fait toujours avec les principes qu'on vous énonce ici. Le Serious Game pour nous c'est un super moyen de créer un environnement ludique, joyeux, dans lequel l'apprenant sans complexe, tout seul, sans avoir à rendre de compte à personne, va pouvoir s'entraîner à faire des choses, va pouvoir se retrouver dans des situations concrètes, soit de gestion, soit de simulation, soit de discussion, soit de mode opératoire sur un sujet, et va pouvoir en identifier les résultats derrière. Le Serious Game nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans la narration. J'y reviendrai sur la narration, mais voilà, si vous avez demain des conseillers commerciaux en concession automobile, vous pouvez très bien dans un Serious Game vous dire qu'ils vont devoir vendre des vaisseaux spatiaux à des aliens. Et donc vous arrivez à créer un pas de côté, un décalage qui va permettre à l'apprenant d'apprendre à travers une expérience ludique. Et puis bien sûr, le training, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais te redonner la main là-dessus. On peut le faire en visio, mais en visio, je vous l'accorde, il y a de l'humain. Ouais, on est d'accord. En visio, de l'humain. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, la meilleure méthode pour transférer des apprentissages et que ça ait vraiment un impact sur les résultats, je dirais que tout le monde un petit peu en rêve. Hein. On a tous fait des formations, d'accord ? On a tous vous avez peut-être toutes et tous programmé des formations. Vous avez sûrement fait des enquêtes de satisfaction à chaud et peut-être même à froid. Et puis, quelques jours plus tard, ou peut-être même le lendemain, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. C'est ce qui peut arriver effectivement, souvent, quand on fait des formations. Et j'ai envie de dire, oui, on est d'accord, si on prend le cône d'Edgar Thale, par exemple, on sait qu'on retient 90% de ce que l'on fait, mais quand on lit quelque chose ou quand on entend quelque chose, on retient entre 10 et 20%. Donc ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut trouver d'autres modalités. Alors très souvent, c'est vrai que ce qu'on va faire et ce qu'on préconise, nous, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'entraînement et encore l'entraînement. Que ce soit dans des salles de formation, que ce soit effectivement en télétraining, comme tu le disais tout à l'heure, ou que ce soit effectivement en visio, puisqu'il est tout à fait opportun de simuler, par exemple aujourd'hui avec le management à distance, on peut effectivement avoir un entretien avec un collaborateur qui est complètement à distance.
On peut aussi très bien avoir un entretien avec un client qui est totalement à distance. Je pense que dans cette salle, vous avez déjà eu affaire à des relations commerciales qui sont par visio. Donc ça, on peut le faire. Mais c'est vrai que ce que l'on voit souvent en salle de formation, c'est que les modalités d'entraînement qui sont proposées sont un peu toujours les mêmes. Je pense que vous l'avez déjà fait. Il y en a un qui joue le client, il y en a un qui joue le commercial, et puis il y en a un qui joue l'observateur. Je caricature un petit peu. Donc ce qui se passe en fait, c'est que sur les, je me demande si je me suis pas, oui c'est ça, sur les modalités en fait qu'on propose, en fait on a vraiment eu à cœur de travailler différentes modalités de training. Donc ce qui veut dire que ces modalités de training, donc là on ne les voit pas trop à l'écran mais je vais vous en donner quelques-unes. On a par exemple le wake-up training. Le wake-up training, ça veut dire que tout au départ de la formation, on va tout de suite faire une mise en situation pour mesurer le niveau de départ. C'est super important parce qu'effectivement ça permet de mettre les gens directement dans le bas. On va aussi avoir le master training, c'est-à-dire avoir un super formateur qui va pouvoir démontrer en fait comment est-ce que l'on fait et effectivement pouvoir transmettre des bons gestes, des bonnes pratiques par capillarité. Il y a aussi le training stop and go qui est super intéressant à mettre en place dans les salles. Pourquoi ? Les personnes vont commencer à se mettre en situation et au moment où elles font une petite erreur, là, le formateur va dire stop, proposer effectivement à l'apprenant de dire pourquoi je t'arrête et derrière de trouver la solution pour repartir un tout petit peu en arrière et recommencer le geste. Et puis on en a plein d'autres, le training relais, le trio training, je ne vais pas toutes vous les exposer, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que ce qui fait la clé du résultat qui a un impact sur le ROI, c'est qu'on va vraiment faire du training en salle, à distance, par visio, par téléphone, et de manière différente. Pas tout le temps les mêmes choses. Donc un petit peu comme toi, tu as des simulateurs, tu as de l'IA et tu as du serious game, et ben on peut faire exactement la même chose en présentiel. Ça, c'est une première clé qui est vraiment importante pour avoir un impact sur les ROI. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une deuxième clé qui pour moi est très importante, c'est l'enjeu, c'est les fameux KPIs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de mesurer des KPIs clés avant la formation. Par exemple, quel est le niveau de satisfaction des clients ? Par exemple, quel est le taux de marge ? Par exemple, quels sont les nombres de rendez-vous clients qu'il peut y avoir ? Par exemple, il peut y avoir plein de KPIs que l'on peut prendre dans ce cas-là. On les regarde avant et on les regarde après le parcours de formation. Et là où c'est intéressant, c'est que on va regarder à la fois le succès individuellement, mais aussi collectivement. Et ce que je trouve d'important en tout cas, c'est que ça permet vraiment de mesurer l'impact de la formation de manière très factuelle. Alors je vais vous donner un exemple qui pour moi est très parlant. Je ne sais pas si vous en entendez parler, je ne sais pas dans quel secteur de métier vous êtes, mais aujourd'hui il y a pas mal de commerciaux, notamment en B2C, qui ont une problématique toute bête qui est qu'ils n'ont pas suffisamment de rendez-vous clients. Ou alors quand ils ont des rendez-vous clients, c'est des rendez-vous clients qui sont un peu subis et qui ne sont pas très très rentables, quoi. Donc l'enjeu pour ce client, c'était de se dire je veux absolument que mes collaborateurs, mes commerciaux, non seulement ils aient soit plus de rendez-vous, soit plus de rendez-vous et des rendez-vous plus qualitatifs, ce qu'on appelle, je dirais globalement, le fameux rendez-vous proactif. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une formation courte sur la théorie, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, de l'entraînement, du télécoaching, de l'accompagnement en situation de travail. Résultat des courses sur une quantité, donc sur 400 commerciaux, là, ça nous a permis en fait sur des séances donc, de training réel, parce que là vous le comprenez bien, on fait du training entraînement, puis après on va passer des vrais appels en fait auprès de vrais clients. On a pris 800 rendez-vous. D'accord ? Et le taux sur les premières semaines, donc le premier mois et demi on va dire, sur les premières semaines qui ont suivi la formation, le taux de rendez-vous proactifs est passé de 30 à 50%. Donc vous voyez bien que le process en fait il est toujours le même, c'est de se dire dans cette méthode, cette approche que l'on a en fait de la formation, c'est on fait plus court en salle, mais on va faire différents formats de training déjà en salle et après on va faire différents formats de training de 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, qui vont être du training pur ou carrément de la mise en situation réelle pour vraiment avoir un impact sur le ROI. Et un peu de training en digital des fois aussi. En complément, voilà. Bon, les simulateurs, c'est pour casser un petit peu j'ai trop peur, quoi. Donc ça permet d'aller un petit peu au-delà. Surtout quand c'est des clients difficiles. Moi, ça m'inspire ce que tu dis, Sabrina. Je ne sais pas si ça vous inspire aussi, mais moi, ça m'inspire en tout cas. Parce que je me dis que, tu vois, dans un dispositif comme celui dont tu viens de parler, on pourrait retrouver, à un moment donné du dispositif, avant, par exemple, le dernier accompagnement,
quelques simulateurs digitaux qui permet à l'apprenant de s'entraîner dans un environnement cool. Et derrière, il peut passer, même dans un processus de certification ou de labellisation, pour se mettre en confiance et savoir, avec sa dernière étape, qu'il est effectivement opérationnel maintenant avec cette compétence. Tout à fait. C'est ça un petit peu le but du jeu. Donc, est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Ouais, ça vous va? Vous avez des questions? On aura un petit moment de questions. C'est le piège. Vous avez des questions? Non. Non, c'est un truc d'animation. Bon, je vois le temps défiler un petit peu, Sabrina, parce qu'il est 33, il nous reste 12 minutes. Alors, on va aller vite. On va aller sur le round 4, et moi j'ai une question à te poser. Oui. Moi j'ai une question à te poser là-dessus. Tu me disais tout à l'heure que voilà, l'humain avait beaucoup de qualités par rapport au digital. Mais est-ce que... Il y a des qualités différentes. Est-ce que finalement, en humain, on peut collaborer? Est-ce qu'on peut faire de l'apprentissage entre pairs? Est-ce qu'on arrive dans une salle de classe à passer outre les freins de chacun et à faire en sorte que les apprenants s'enrichissent entre eux? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans des cours descendants? Moi j'ai un peu ce souvenir là quand même. Alors déjà, on n'est plus dans des salles de classe. Les salles de formation. On est dans des salles de formation. On n'est plus avec 30 personnes, on est plutôt avec des cohortes de 9 à 12 personnes par salle. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le entre pairs, on va plus loin, on le sait tous, on l'a tous vécu. Vous êtes dans une salle de formation avec des pairs, on échange. C'est en fonction des modalités pédagogiques qui vont être choisies par l'animateur, par l'ingénieur pédagogique. Qu'est-ce que je mets en place, effectivement, qui va permettre aux personnes de partager leurs freins, leurs limites, leurs peurs, leurs difficultés et aussi leurs trucs et astuces et leurs bonnes pratiques. Donc ça, c'est la base. Je pense que vous avez tous vécu ça au moins une fois dans une formation. Mais on peut aller aussi un peu plus loin quand on parle effectivement de l'intelligence collective, quand on parle du partage des pratiques entre pairs. Moi, ce que j'aime bien en fait organiser, alors évidemment toujours en fonction de la demande du client, c'est des learning expeditions. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, mais en fait, on propose quoi? On propose à des personnes d'aller voir ce que font les concurrents, ce qu'ils font de différent. Et c'est vrai que de voir comment agissent d'autres personnes dans le même métier ou dans des métiers qui sont parallèles, ça permet un petit peu d'ouvrir les chakras et de se dire « Ah mais tiens, on pourrait peut-être essayer ça, ce serait intéressant ». Ce qu'il y a pas mal aussi, c'est des choses qui sont toutes simples, mais simplement d'être… Voilà, vous avez un métier, vous êtes par exemple manager commercial et pendant une demi-journée, vous allez accompagner un collègue dit exemplaire ou en tout cas qui n'a aucune difficulté et vous allez passer une demi-journée ou voire même plus à le regarder bosser avec ses équipes pour voir comment est-ce qu'il fait. Donc moi j'appelle ça un petit peu le peer learning immersif, donc c'est du peer learning et donc tout ce qui peut se faire aussi en présentiel. Et autrement, effectivement, ce qu'on peut aussi voir, c'est tout ce qui tourne autour du co-développement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler dans des séances de co-dev, mais ça, c'est génial. Donc, en général, ce sont des managers qui arrivent avec une problématique. Il y a une problématique qui va être choisie par le groupe. Ce groupe, en fait, va proposer des solutions à ce manager qui va prendre celles qui l'intéressent. Derrière, il va les tester, enfin, en tout cas, il s'engage à les tester avec ses collaborateurs. Et à la séance de co-dev de la fois d'après, il va revenir avec son expérience en disant écoutez, voilà, j'ai essayé ça, voilà ce que ça a donné. Et c'est vrai que toutes ces pratiques entre pairs, encore une fois, au-delà même de ce qui peut se passer dans une salle de formation, sont super intéressantes pour développer vraiment les pratiques et les bonnes pratiques et les partager. Et toi, tu fais quoi en digital? Je me demande bien parce que franchement, là, je suis pas sûre. Ah, c'est vrai qu'on a un peu mauvaise presse dans le digital sur la partie apprentissage collaboratif. Je ne sais pas si vous avez un LMS, vous déjà installé chez vous. Ouais. Un LMS, c'est une aventure solo, quoi. Voilà, je suis apprenant, je suis tout seul. Alors, vous avez vu qu'on peut y mettre des choses sympas, de l'adaptive learning, de la gamification, mais bon, jusqu'alors, on a un peu tendance à se dire oui, mais t'es dans ton coin, t'es tout seul. C'est pas très social comme approche. Or, l'être humain, il a besoin de ses congénères pour apprendre. Ah, c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on continuera de faire demain, que ce soit en présentiel ou en digital. Et en plus, on est des formidables machines à copier, ce qui fait que quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, on a envie de le faire aussi, parce que notre cerveau se dit c'est plus rapide de le faire comme lui, il le fait bien. Voilà. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un prendre la file qui avance la plus vite à la caisse, vous mettez derrière lui généralement. Vous repérez que voilà, ça va plus vite. Et donc en digital, on se pose des questions chez Business, parce qu'on s'est bien rendu compte que généralement le LMS était une aventure solo. Alors on a fait en sorte que ça devienne une aventure sociale, et plus seulement une aventure solo.
avec des principes de social learning. Déjà, ce qu'on dit, c'est qu'une plateforme LMS, une plateforme de formation, alors chez nous on dit plutôt des LXP, des Learning Experience Platform, ça doit permettre à l'apprenant de vivre sa propre histoire, mais ça doit aussi lui permettre de vivre des histoires avec les autres apprenants. Pour ça, on met en place des mécaniques de social learning. Le social learning, c'est soit vous allez collaborer, soit vous allez vous mettre en compétition saine. D'accord? Donc soit vous êtes dans l'entraide, qu'on voyait un peu dans l'humain, soit vous allez être dans la coopétition. La coopétition, c'est on va s'affronter, mais dans une logique de coopération. Tout à fait. Très beau téléphone. Donc on a des mécanismes de social learning, comme par exemple le système de battle. C'est un de nos clients a mis ça en place pour une des plateformes qu'on a fait pour lui. Le système de battle, c'est vous avez un quiz, les apprenants peuvent s'affronter sur ce quiz. À la fin de ce quiz, il y a un classement des apprenants et ils vont pouvoir aller réaffronter d'autres apprenants qui ont eu des meilleurs scores qu'eux pour tenter de les battre. Là, on est dans de la compétition saine parce que tout le monde progresse dans l'affaire. Tout le monde, à la fois ceux qui ont eu bon et ceux qui essaient d'avoir bon en progressant. Et en même temps, on vient créer du pont entre les différents apprenants. On fait le même système aussi, mais cette fois-ci, les apprenants vont s'entraîner contre la machine, entre guillemets, et ils vont devoir collaborer sur un cas. Donc on va donner un cas, la machine va choisir 2 apprenants à mettre ensemble sur ce cas, et les apprenants vont pouvoir collaborer sur ce cas, obtenir une note commune à la fin, et donc s'enrichir mutuellement en s'entraînant contre la machine. C'est des principes qu'on retrouve un peu dans le jeu vidéo. Hein. Si vous jouez à Candy Crush, si vous jouez à Scrabble sur votre application mobile, vous retrouverez exactement les mêmes choses. Et puis, je vous disais, le principe, le fait que l'humain aime beaucoup copier, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Le fait de savoir que d'autres apprenants ont fait quelque chose ou ont réussi à progresser grâce à ce qu'ils ont fait, ça va inciter l'apprenant à aller le faire aussi puisqu'il va vouloir provoquer le même résultat. Et donc pour ça, par exemple, quand vous avez un catalogue de formation, si l'apprenant peut voir que certains de ses collègues ont fait la formation via une information qui va leur dire Martine et Jean-Louis ont fait aussi cette formation, ben, l'apprenant va se dire peut-être que moi j'ai intérêt à la faire aussi. Et ce sont des mécanismes cognitifs, conscients ou inconscients, qui vont inciter à l'action. Je reviens pas trop sur les box managers, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la collaboration, le fait que le manager soit un très bon relais terrain et qu'il ait les bonnes ressources pour mettre en commun ses apprenants, enfin ses collaborateurs en tout cas, face à cette connaissance, c'est un super enjeu. Alors, nous arrivons sur le dernier round qui est le plaisir de se former. Et la grande question, c'est de se dire effectivement quelles sont les modalités qui vont concrètement rendre la formation plus engageante au niveau des apprenants. Où est-ce qu'on va prendre le plus de kiff quand on est en train effectivement de former, de développer ses compétences, de les transformer. Je te laisse la main, mais on a vraiment 2 minutes chacun parce que sinon on va dépasser 45. Ouais, je vais faire très vite et puis si vous avez des questions, on y répondra bien sûr après. Il y a une citation qu'on aime beaucoup chez Business, qu'on a d'ailleurs créée nous-mêmes, mais on l'aime beaucoup, qui dit que la formation, le plaisir sans formation, c'est du divertissement. C'est ce qu'on fait le soir dans son canapé. D'accord ? On prend du plaisir à regarder des choses, mais on n'apprend pas grand-chose. D'accord ? Mais la formation sans plaisir, c'est une souffrance. Voilà. Personne n'a envie de la faire. Il y a des apprenants qui disent « Oh, je vais encore en formation. » là. Voilà. Or, ce qu'on a envie, c'est que les apprenants prennent du plaisir à se former. Au-delà du fait de se dire qu'ils vont être heureux de l'avoir fait, ça va optimiser les résultats et les performances qu'ils vont pouvoir avoir. Quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on le fait de manière beaucoup plus efficace. En digital, je prends 30 secondes, en digital, on a plusieurs principes qu'on applique. Le premier, c'est le principe du storytelling. Il n'y a pas de bonne formation sans bonne histoire que vous racontez à l'apprenant, que ce soit une histoire pragmatique, par exemple lui raconter son quotidien et inclure de l'information pédagogique à l'intérieur, ou comme je vous le disais tout à l'heure, de l'histoire onirique qui va faire un pas de côté et proposer une histoire différente à l'apprenant pour lui rappeler des principes qu'il connaît dans sa vie de tous les jours. Les principes de gamification, c'est aussi du plaisir. Au-delà d'être du challenge et d'être du défi, la gamification va aussi libérer de la dopamine. Si je gagne des choses à chaque fois que je réussis et que je consulte quelque chose, eh ben mon cerveau va se dire recommence. Puisqu'à chaque fois que tu le fais, tu gagnes. Et à chaque fois, tu augmentes et tu progresses. Et donc, avec ce chemin de circuit de dopamine dont tu parleras peut-être aussi un peu après, on arrive à créer du plaisir. L'interactivité, très important. Quand vous êtes sur vos téléphones, quand vous êtes sur vos ordinateurs, quand vous êtes en train de faire quelque chose en digital, vous aimez être stimulé. Et si on ne vous stimule pas, c'est simple, vous allez recevoir une notification, vous allez partir sur vos mails, ou vous allez partir sur vos réseaux sociaux, vous allez partir sur le groupe WhatsApp de famille, et on vous aura perdu.
il faut qu'on vous place en digital et c'est ce qu'on travaille, de ce qu'on appelle un état de flow. Un état de flow, c'est un état dans lequel vous ne voyez plus le temps passer. Et vous êtes tellement stimulé, vous êtes tellement en train de prendre du plaisir à travailler sur vos formations et sur vos dispositifs que vous finissez par ne plus voir le temps passer et par vous dire à la fin, ah bah, j'ai passé tout ce temps-là dessus. Et je termine là-dessus très rapidement, je dis très rapidement depuis tout à l'heure mais je suis très long. Très rapidement sur la qualité de production. Aujourd'hui, en 2025, vous le savez toutes et tous mieux que moi, tout le monde sait faire à peu près de la vidéo, à plus ou moins bonne qualité, mais en tout cas, vous avez des gosses de 14 ans qui, dans leur chambre, font des vidéos d'une très bonne qualité, avec un très bon montage, avec du très bon design, parce qu'on est en 2025 et que c'est devenu accessible. Vous ne pouvez plus, aujourd'hui, proposer une expérience digitale qui soit en dessous d'un certain standard de qualité audiovisuelle et de scénarisation, et de visuel, et de montage vidéo, et d'expérience digitale, tout simplement parce qu'il y a de la concurrence et que si vous ne faites pas ça, bah, vous n'arriverez pas à sortir du lot. Donc je vais aller beaucoup plus vite puisque nous arrivons à la fin de cette battle. Alors très clairement, on a de grands points communs avec Clément, à savoir que oui, les formations en présentiel, avec des séances d'entraînement, on va avoir aussi besoin du storytelling, je passe. La gamification, ça marche très très bien aussi en présentiel, en classe virtuelle, je passe. L'interactivité, c'est juste indispensable. Donc là, je fais juste un tout petit point là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut avoir une diversité des modalités pédagogiques. Je ne cesse de le dire, mais quand dans une formation, on a tout le temps la même chose, allez, un petit quiz, et puis après un petit atelier en sous-groupe, et puis un autre petit quiz, et puis non, enfin c'est pas possible quoi. Il y a des centaines de modalités pédagogiques qui existent. Il faut en fait savoir effectivement enrichir ces expériences d'apprentissage de manière intéressante. Après, effectivement, je dirais le visuel allégé, oui, c'est important. La bande passante cognitive des apprenants ne doit pas être scotchée sur l'écran. Alors, quelquefois, vous en avez, ils vous en font des tonnes en termes comme là, on pourrait dire, mais des tonnes en fait en termes de surcharge cognitive. Il y a du texte. C'est pas possible en formation. On peut plus faire ça en tout cas, et je rebondis en 2025. Mais ce qu'il va y avoir de super important, c'est que là, la différence par rapport au digital, c'est qu'on a un formateur, un coach, un entraîneur. Et c'est là, effectivement, que je dirais que le bas blesse, ou que c'est là, en tout cas, le point de vigilance que je vais donner, dans le sens où nous, et ça, c'est vraiment notre engagement, déjà, effectivement, on les embauche, comme tout le monde, ce sont les 3/4 du temps des formateurs externes. Mais 2, on les forme. Et ce que l'on propose aux clients, à savoir d'accompagner leurs collaborateurs en situation de travail, on le fait nous aussi. C'est-à-dire que moi et certains de mes collègues, on va aller en fond de salle pour regarder effectivement si la promesse vendue aux clients de faire des entraînements en situation de travail, d'avoir des modalités pédagogiques différentes qui sont utilisées, est vraiment fait pendant la formation. Et ça, c'est très important parce que pour avoir une formation qui soit plaisante, il faut avoir un formateur qui soit plaisant, qui soit pédagogue, et quand bien même il est expert, il faut quand même qu'il soit facilitateur. Et ça, effectivement, c'est tout un enjeu très fort. Et si on veut que le présentiel soit bon, il faut avoir un très bon formateur, un très bon entraîneur, un très bon coach. Donc pour terminer, on vous remercie, on a pris une petite minute de plus, et de se dire que en fait, la formation, voilà, la plus efficace, elle est ni tout digital, elle est ni tout humain. Le meilleur dispositif, finalement, c'est celui qui va prendre le meilleur de chacune de ces modalités-là, qui va penser un système, qui va permettre à la fois, en ayant identifié les compétences, en les ayant développées de la bonne manière, en ayant créé les bonnes ressources, en ayant créé les bons temps de formation, et en poursuivant l'histoire sur le terrain derrière, de faire accéder vos collaborateurs à la compétence.